Peintre et sculpteur engagé au parcours peu commun, il a posé son sac au Québec au début des années 70 pour ne plus en repartir et consacrer sa vie à exercer son art, à défendre l'art en général et surtout à faire la promotion de la culture amérindienne. Aujourd'hui, sur Le Confident, je vous propose 1 heure en compagnie d'André Michel. André Michel, je le disais dans la présentation, vous avez un parcours de vie peu commun. Ça va être difficile de tout cerner d'un seul coup. Alors, on va commencer par la fin. Je ne veux pas dire la fin de votre vie, mais la partie dans laquelle vous êtes actuellement pour que les gens vous situent plus rapidement. Vous êtes fondateur et directeur de la Maison amérindienne de Saint-Hilaire. Vous n'êtes pas amérindien, donc il y a derrière ce poste-là, tout un parcours de vie qui vous a lié aux Amérindiens de façon très étroite. Pouvez-vous nous donner la raison principale de ce lien-là? Tout d'abord, je ne dirige plus la Maison amérindienne. Je l'ai dirigée bénévolement pendant 10 ans. Maintenant, c'est une autre personne. Vous avez cédé le poste? Ben oui, parce qu'à un moment donné, si on veut une pérennité à une œuvre, il faut savoir se faire remplacer. Par contre, j'ai fait toujours beaucoup de bénévolat. Maintenant, pourquoi cet amour, cette passion pour les Premières Nations du Québec plus particulièrement? Je pense que c'est un cheminement de vie que je n'ai pas décidé et qui s'est petit à petit gravé et présenté à moi. Dans le sens où je parais des fois idiot quand je raconte que je ne savais même pas qu'il y avait des Amérindiens au Québec avant de venir faire une exposition. Alors ça vous donne une idée. Parce que vous êtes né en France? Ben oui, souvent avec mon accent, je dis que je viens du sud de la Gaspésie, mais personne ne me croit. Donc, Il y a peu de chances de vous croire, effectivement. Vous êtes né en France, vous avez passé votre enfance à Avignon. Oui. Et dans cette région-là, en Europe, on ne savait pas qu'il y avait des Amérindiens ou c'est vous particulièrement? Non, c'est moi particulièrement. D'abord D'accord. parce que ça ne m'intéressait pas. Souvent, les jeunes, à mon époque, jouaient aux Indiens, aux cow-boys, alors que dans mon cas, ce n'était pas du tout ça. Ma priorité, c'était, je voulais être artiste jeune, donc c'est de m'intéresser à ma peinture, à mon dessin, mais j'avais aucune arrière-pensée et même une première pensée autour des Amérindiens. Comme je dis souvent en riant, je jouais au docteur, à papa, maman, mais je ne pensais pas aux Amérindiens. Donc, vous êtes né à Avignon, dans une famille de 3 enfants, avec 2 sœurs aînées, donc un petit garçon gâté. Assez. Ben, gâté, si on veut, on dit toujours ça du bébé. Mais vous savez, chez nous, c'était assez particulier parce que même si nous sommes d'Avignon, automatiquement, nos parents nous mettaient pensionnaires. Alors, à l'âge de 11 ans, je suis rentré pensionnaire pour faire mes études secondaires. Alors, gâté, oui, aimé énormément. Maintenant, gâté, vous savez, je suis un enfant de l'après-guerre. Hein. Je suis né à la fin de la guerre, donc mes Période parents... difficile. Exactement. Mon père était impliqué pendant la guerre, donc a vécu des moments difficiles. Et quand j'étais enfant, ben, ça revenait souvent dans les discussions familiales. Alors, et puis, ce n'était pas l'époque des gâteries. Aujourd'hui, possiblement que moi, je gâte mes enfants. Mais à l'époque, ce n'était pas cette période-là la plus faste pour les gâteries. Et on dit dans votre biographie que vous avez su très rapidement que vous alliez être peintre, que vous alliez faire carrière comme peintre. C'est moi qui l'ai décidé, même si dans ma famille, il n'y a pas d'artiste. Mon père dessinait assez bien, surtout des chevaux, ce que moi, je n'ai jamais dessiné de ma vie d'ailleurs. Très jeune, je vous le disais que je voulais être peintre. Pourquoi? Est-ce peut-être parce qu'autour de chez nous, il y avait un monsieur qui s'appelait Perran, qui venait peindre régulièrement le quartier où j'habitais, qui m'a influencé? Je ne le sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que mes parents ne voulaient pas, surtout mon père, ne voulait pas que je sois artiste, parce que lui, ayant vécu l'après-guerre, et la guerre préférait que je sois médecin, avocat ou, comme je dis souvent, en boutade pour les enseignants, au minimum enseignant. Ce d'ailleurs que je suis devenu. Vous avez été enseignant un bout de temps? Oui, très peu de temps, mais j'ai donc fait mes études pour, comme je voulais être artiste, ben, mon père ne voulant pas que je le sois en cachette, je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Et c'est un de mes copains au pensionnat qui a fait une fausse lettre avec l'écriture de mon père et une fausse signature pour me permettre de sortir le soir et les fins de semaine, suivre
les cours de beaux-arts à l'École des beaux-arts d'Avignon. Et comment un papa réagit quand il apprend ça, qu'on a imité sa signature? Ah ben, pas très bien, surtout qu'à la fin de l'année, j'étais le plus jeune élève et j'ai eu la chance d'avoir le premier prix. Donc, quand on a un premier prix, ben, on paraît dans les journaux avec une pile de livres, tout ça. Et je me rappelle ce dimanche-là, quand mon père tournait les pages du journal et qu'il a vu la binette de son fils, j'ai compris que je devais aller directement dans ma chambre. Et le lendemain, il est allé voir le directeur général de l'école, un monsieur qui s'appelait Monsieur Arbeau, qui m'aimait beaucoup. Et ils se sont engueulés parce que mon père ne comprenait pas que je sorte comme ça aussi facilement du pensionnat. Et le directeur lui a expliqué que je travaillais assez bien à l'école, qu'on pouvait me permettre le soir de 5 à 7 d'aller suivre des cours de dessin. D'autant plus qu'il m'avait fait suivre. Il m'avait fait suivre par un surveillant et quand il s'est rendu compte que j'allais bien à l'école de beaux-arts, ben, il a laissé faire les choses. Ça, c'est intéressant d'avoir des professeurs comme ça sur son parcours qui nous permettent d'éclater dans un domaine où on ne serait peut-être pas allé si on n'avait pas rencontré ces personnes-là. Oui, exactement. Mais dans ma vie, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dues à des gens qui m'ont beaucoup aimé. Oui, vous avez eu beaucoup de hasard. Un premier hasard, ça a été qu'on vous refuse à Avignon de repeindre le toit de l'opéra, si je ne m'abuse. Le plafond de l'opéra d'Avignon. C'est parce que mon père aimait beaucoup l'opéra et régulièrement il m'y traînait. Puis moi, quand j'étais jeune, pour ne pas dire, je m'ennuyais, donc je regardais souvent le plafond. Et puis c'était peint dans un style un petit peu pompier, comme on dit aujourd'hui, mais dans le style de Bouguereau. Et je m'étais dit, il y a autre chose à faire avec ça. Donc, à l'âge de 17-18 ans, j'ai monté un projet pour repeindre le plafond de l'Opéra d'Avignon. Et j'étais allé voir le maire de l'époque, M. Henri Dufaux, et je faisais ça gratuitement. Je lui avais soumis donc, ma maquette, puis j'avais calculé la quantité de tubes de peinture qu'il me fallait, tout. Et puis là, là, il est parti à rire, il me dit, André, non, tu as beaucoup de talent, mais tu es trop jeune. Attends d'avoir 40-50 ans, et puis peut-être là, on te fera confiance. Ça m'est arrivé 2 fois, parce qu'après, j'ai voulu peindre une immense murale. Vous savez, à l'époque, peindre des immenses murales sur le mur d'un édifice à l'extérieur, ça ne se faisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a de partout, dans toutes les villes du monde. Donc, j'avais fait là aussi une proposition. Et là, toujours à Avignon. Toujours à Avignon, on m'a sorti le même refrain. « T'es trop jeune, attends d'avoir 40-50 ans. » Donc, les Français, à un moment donné, ils m'énervaient. Et donc, vous avez besoin de liberté. Déjà, on sent chez vous l'entrepreneur qui naît, parce que les projets naissent les uns après les autres dans votre tête. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous êtes déjà amoureux de quelqu'un, une femme qui attend un enfant, qui fait un enfant, vous faites un enfant avec elle, et très rapidement, vous décidez de quitter votre pays pour aller vivre à l'île Maurice, si je ne m'abuse. C'est ça. Disons que j'ai eu un fils à l'âge de 18 ans. Ce qui est jeune. Ce qui est quand même très jeune. Ce qui, ayant fait le choix d'être artiste, ça vous demande beaucoup d'énergie pour éduquer cet enfant-là. Et tout à l'heure, je disais que j'étais enseignant de formation. Bon, c'est que quand j'ai terminé mes études, pendant 4 ans, j'ai enseigné. J'ai enseigné à Avignon. Et là, à un moment donné, j'en ai eu marre, comme je le disais tantôt. J'ai décidé de quitter la France et je suis parti avec mon petit garçon dans les îles, à l'île de la Réunion et à l'île Maurice. Et vous êtes allé vivre là. Vous avez commencé à peindre. Oui, j'ai continué à peindre parce qu'entre-temps, quand même, à l'âge de 20 ans, j'avais fait ma première exposition à Paris. Ah, déjà? À la galerie Rolf-Volmar. Et Jean Giono, qui est un écrivain connu, en France, avait préfacé ma première exposition. Donc déjà, je savais ce que je voulais. Déjà, je travaillais fort. Et puis déjà, je gagnais quand même assez bien ma vie avec mon art. Comme peintre? Oui. Qu'est-ce que papa dit dans ce temps-là? L'intéressant, c'est que mon père n'est jamais venu à mes expositions. Et quand il est décédé, chez lui, on a trouvé tout un cahier rempli de coupures de presse, parce qu'entre-temps, j'étais allé exposer aussi à Moscou. De partout où j'avais exposé, il avait tout ramassé, tout fait venir, et il gardait ça précieusement. Donc ça l'intéressait? Ça l'intéressait, je pense, énormément. Sauf que peut-être il ne voulait pas revenir sur sa décision, ou à quelque part, moi je dis toujours que je lui dois beaucoup dans ma ténacité, parce que comme je voulais lui prouver qu'on était capable de bien vivre de son art, c'était un stimulant. Ça vous a forcé à quitter le pays et à vous débrouiller par vous-même. Oui, et puis à prouver que je pouvais fonctionner, et puis en même temps à élever mon petit garçon. Ouais. Et on arrive à une autre rencontre fortuite.
vous avez croisé la femme d'un comédien québécois célèbre à l'époque, Jean-Pierre Masson, qui jouait le célèbre personnage de Séraphin. Cette dame-là vous a proposé de venir faire une exposition au Québec. Oui. Pendant un certain temps, on s'est écrit. Et elle me proposait de venir exposer au Québec parce qu'elle aimait ce que je faisais, parce qu'elle aimait possiblement mon tempérament un petit peu fougueux de jeune. Et moi, j'ai hésité beaucoup parce que je vivais quand même au paradis. Vous savez, l'île de la Réunion, l'île Maurice, c'est paradisiaque. J'y gagnais très bien ma vie parce qu'à l'époque, c'était le franc CFA. Le franc CFA, ça signifiait que chaque fois que je gagnais 1 000 $, je l'envoyais sur mon compte en France, ça faisait 2 000 $. Donc, les économies grimpaient vite. C'est un pensez-y bien que de quitter l'île Maurice. Exactement. En plus, c'était beau, j'étais jeune, j'étais libre, je faisais la fête tout le temps, j'avais une nounou pour mon petit garçon. J'étais le chouchou des îles. Et vous êtes quand même venu ici. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que même si je réussissais, je tournais un petit peu en rond. Et je me suis dit, je serais toujours que le peintre des îles. Et je ne me suis pas battu jeune pour faire cette carrière-là, qui finalement était une carrière régionale, comme si j'étais resté dans la région d'Avignon. Là, vous parlez du type de tableau que vous faisiez à cette époque-là. Que je faisais, et puis de reconnaissance que je souhaitais de la part du milieu des arts ou des collectionneurs ou des musées. Alors, un soir, sur un coup de tête, j'ai invité 170 de mes amis. On a fait un gros party dans la maison que je louais au bord de l'océan Indien. Peut-être que le nom océan Indien était prédestiné. Et là, milieu de la nuit, j'ai dit, je quitte les îles. Et j'ai échangé ma voiture contre une bague, un Beryl bleu. Je me suis fait couler, enfin un de mes amis, un hindou qui était bijoutier, a coulé ce bracelet-là en argent avec un poil d'éléphant qui est un porte-bonheur, puis qui m'a dit, ne l'enlève jamais, il te portera toujours bonheur. Vous ne l'avez jamais enlevé? Je ne l'ai jamais enlevé, même quand je passe aux aéroports, ils ne me le font pas enlever. Et je suis rentré en France un petit peu pour me construire une maison avec l'argent que j'avais gagné, et je suis venu exposer au Québec. Et vous êtes arrivé ici au beau milieu de la crise d'octobre. Oui, un moment chaud de l'histoire du Québec. 1970. Exactement. Vous avez fait l'exposition, ça a bien fonctionné. Est-ce que déjà la piqûre du Québec vous a titillé ou ça a été plus tard? Bien, ça s'est fait assez étrangement, presque en même temps, mais comme je dis souvent, je n'ai jamais vraiment immigré. C'est-à-dire que moi, je suis venu faire une exposition. Je n'ai jamais décidé de venir vivre au Québec parce que je ne me plaisais pas ailleurs. En plus, avec le métier que je fais d'artiste, j'aurais pu vivre dans n'importe quel pays. Sauf que la crise d'octobre a certainement aidé à ce que je me déplace à travers le Québec et le Canada, puisque j'ai loué une voiture et puis j'ai visité tout le Canada avec mon petit garçon, dont le nord du Québec. Et c'est en allant dans le nord où je devais rester qu'un mois. Sept-Îles, plus exactement, la Basse-Côte-Nord? Exactement. Bien, au départ, je m'arrêtais à Bécomo parce que j'avais rencontré des gens à Bécomo. Et quand eux m'ont invité à passer un mois chez eux, bien, je suis revenu à Montréal chercher mon matériel. Et en remontant sur la Côte-Nord, quand je suis arrivé à 11 h du soir à Bécomo, je n'ai pas voulu déranger mes nouveaux amis. Puis là, j'ai vu une pancarte, Sept-Îles, 247 km. Je dis à mon petit garçon, on va aller faire un tour à Sept-Îles. Mais à l'époque, la route était en gravelle. Il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas de station-service. Il y avait un brin de folie là-dedans. Et un brin de folie aussi dans votre tête. Exactement. Et je me suis rendu à Sept-Îles. Et là, quand nous sommes arrivés à Sept-Îles, là, au lieu de louer une chambre parce qu'il était 3 h du matin, on a traversé la ville dont le boulevard principal à l'époque était en sable, le boulevard Laure. Et j'ai continué au bord de la rivière Moisy, où il n'y avait pas encore le pont qui permet d'aller jusqu'à Natashquan. Avez-vous dormi à la Belle Étoile? Exactement, oui. Vous êtes sérieux? Dans la voiture. Et le matin, quand je me suis réveillé avec mon petit garçon et que j'ai vu la majestueuse rivière Moisy, la Michachipou, j'ai eu un coup de cœur. Là, j'ai décidé de rester le mois à cette île. Et puis, les années ont passé. Là, et c'est en dessinant dans le bois qu'un jour j'ai croisé les Inuits et que ma vie a basculé. Est-ce que vous aviez déjà commencé à modifier votre façon de peindre et de dessiner à ce moment-là, à partir des paysages qui étaient là, ou c'est vraiment après la rencontre avec des Amérindiens et un en particulier que vous avez changé complètement votre style?
Mais disons que je suis un peintre figuratif, donc je faisais des portraits et je voulais épurer ma peinture, c'est-à-dire la rendre un peu plus abstraite. Et le nord du Québec se prêtait à ça parce que plus on monte dans le nord, plus il y a moins d'arbres d'abord, et il y a une horizontale, qui est l'horizon normal d'un paysage, et des verticales, qui sont les épinettes. Et je trouvais ça presque abstrait. Et c'est là où un jour, j'étais parti une semaine à dessiner dans le bois, assis sur une bûche, où je dessinais un paysage, tout en épurant ma peinture, que j'ai entendu du bruit derrière moi, et je pensais que c'était un ours. Alors là aussi, ça paraît un petit peu idiot ce que je dis, mais j'étais fier de croiser un ours parce que je me disais, ah, ça me fera une histoire à raconter à mes amis. Sauf que l'ours, il aurait pu me bouffer, puis j'aurais jamais parlé de quoi que ce soit. Mais ce n'était pas un ours. C'était pas un ours, c'était 3 Inuits, 3 montagnais qui descendaient du nord, dont un, Jean-Marie Mackenzie, qui a marqué ma vie, qui s'est approché de moi, qui a regardé ce que je faisais, et puis qui là me pose la question, qu'est-ce que tu fais? Ça fait que je lui dis, ben, je dessine, tu vois bien. Il me dit, Keith, pourquoi tu ne prends pas un appareil photo? Ça irait bien plus vite. C'est la première fois de ma vie que je parlais à un Amérindien. Parce que même à cette île, quand je croisais ces gens-là dans la rue, je ne réalisais pas que c'était des gens particuliers, des êtres différents qu'un jour j'aimerais beaucoup. Et c'est grâce à lui, ce Jean-Marie Mackenzie, que vous avez commencé à vivre en forêt, en partie, et que vous avez commencé à apprivoiser la culture des Inuits et des Amérindiens. Oui, oui, c'est exactement ça, mais c'est un apprivoisement réciproque, dans le sens où, peut-être une semaine après, un petit garçon vient taper à la porte de mon atelier. Et puis, il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, mon père veut que tu l'accompagnes. Ça fait que là, aujourd'hui, ce petit garçon, hein, c'est un bif, il est immense, il s'appelle Johnny, puis il est costaud, il est très bâti. Et je lui dis, ben, il faut que je réfléchisse parce que moi, j'aimais bien mon indépendance. Puis là, il me regarde, il me met sur les hanches. Il me dit, tu parles anglais? Parce qu'avec l'accent provençal que j'avais à l'époque, encore plus fort que maintenant, il pensait que je parlais une autre langue, que je parlais anglais. Alors, vous voyez, les Français qui viennent ici, qui sont des beaux parleurs, hein, mon ego en prenait un coup. Finalement, j'ai décidé d'accompagner son père et j'ai ramassé mon pack-sac, des boîtes de conserve, parce que moi, ni je chasse, ni je pêche. Et j'ai suivi le petit garçon et ça m'a amené à la réserve. Et en arrivant dans la réserve de Ouachat, à cette île, je me suis aperçu que c'était le monsieur, Jean-Marie, que j'avais croisé dans le bois. Et là, ben, c'est là que ça a commencé. Puis, vous avez commencé à vivre avec eux? Oui, à partager leur quotidien? J'ai surtout réalisé que mes amis Inuits avaient des montres, mais il n'y avait pas d'aiguille. C'est-à-dire qu'on devait partir une semaine. La première fois, on est parti 3 semaines. Alors, vous savez que mes boîtes de conserve, moi, j'en avais amené pour une semaine. Après, j'avais plus rien à manger. Hein. Donc, obligation de suivre le même régime alimentaire qu'eux. Oui, mais l'amusant, c'est qu'au départ, je ne voulais pas manger leur nourriture. C'est-à-dire que je ne voulais pas abuser d'eux. Ils m'accueillaient, me recevaient. Donc, quand je voyais que quelqu'un allait manger, je sortais du tipi, j'allais me promener. Et ça a duré 2-3 jours. Mais comme ils sont loin d'être idiots, ils disaient, ah, le blanc, on va le laisser faire et puis on va voir. Mais les hasards de la vie m'ont gâté. C'est que le 3e jour où j'étais allé me promener un peu plus loin, j'ai entendu 2 coups de feu. Et là, je pensais que quelqu'un s'était peut-être blessé. Donc, je suis allé dans la direction de la détonation. Et là, Jean-Marie venait de tuer un caribou. Alors là, ça a changé ma vie, parce que c'est peut-être pour ça que plus tard, j'ai écrit un livre de cuisine amérindienne. C'est que là, je l'ai vu égorger le caribou, boire le sang, ouvrir le caribou, sortir la panse, tout ça. Ça m'a traumatisé, mais dans le sens positif. Et cette rencontre avec le milieu, la culture amérindienne, les Amérindiens eux-mêmes, vous a amené à devenir collectionneur d'objets qui ne les intéressaient plus ou qu'ils laissaient pour compte, et vous a mené à mettre sur pied un musée à cette île. Exactement. C'est que, en voyageant avec eux, comme je ne pensais pas, je vous l'ai dit tantôt, je ne pensais pas immigrer au Québec, j'étais là que pour un certain temps. Quand eux se débarrassaient de vieilles raquettes, de vieux mocassins, moi je ramassais ça. Je me disais, ça me fera des souvenirs pour amener en Europe. Sauf qu'à un moment donné, j'avais pas mal d'objets. Et puis en plus, ces objets-là sentaient fort. Pourquoi? Parce que c'est de la peau boucanée, c'est de la peau de caribou, c'est de la peau d'orignal.
Et comme elle était fumée, eh bien, elle dégageait beaucoup d'odeur dans ma maison. Et quand les gens rentraient, eh bien, ils se demandaient qu'est-ce que j'ai levé chez moi. Et là, ma compagne de l'époque dit, André, ce serait peut-être bien qu'on se débarrasse de ça. Et là, j'avais voulu donner ça au Musée du Québec à ce moment-là. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mes amis, mes nouveaux amis, quand je leur parle, souvent ils me parlent des ethnologues, des anthropologues, des archéologues. Vous savez, tous les noms à orgue là, qui viennent les photographier, les filmer, les enregistrer, les mesurer. Ils font leur thèse de doctorat ou leur de maîtrise, et puis jamais ils nous renvoient un dossier, un document de ce qu'ils ont écrit sur nous. Exactement. Donc je me suis dit, André, il te faut faire un petit musée à cette île. Et en 1975, j'ai créé un premier musée sur le site du vieux poste de trait de cette île, qui est un ancien poste de la compagnie de la baie d'Hudson, qui était en ruine. Il n'y avait plus de portes, plus de fenêtres, les planchers étaient arrachés, enfin c'était souillé de partout. Et là, j'ai demandé la permission à la municipalité, il y a 7 bâtiments, de prendre un bâtiment et d'en faire une salle d'exposition. La municipalité, comme beaucoup de municipalités, si ça ne coûte rien, le français, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ils m'ont autorisé à partir le premier petit musée qui s'est appelé le Musée des 7 îles, à cette île, que j'ai ouvert à l'été 1976 et qui a fonctionné bien parce que dès la première année, il était passé 5000 visiteurs. Donc, perdu dans le Nord, 5000 visiteurs, c'était beaucoup. Mais il faut dire qu'à l'époque, Louise, à cette île, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Cette île se développait, c'était l'époque où le minerai de fer avait beaucoup d'expansion, qu'on voyait que cette île aurait peut-être un jour 100 000 habitants, alors que ça montait vers les 30 000. Et là, quand les gens voulaient de la culture, parce que je dis souvent, à l'époque, il y avait plus de bars de danseuses que d'épiceries, donc les gens qui voulaient l'autre culture, eh bien, ils venaient visiter le petit musée. Ce qui automatiquement m'a permis d'avoir un nombre de visiteurs intéressant. Et musée qui s'est développé et qui s'est agrandi et qui est devenu le musée de la Basse-Côte-Nord. C'est ça, le musée régional de la Côte-Nord. C'est parce qu'en même temps, je me suis mis en tête de récupérer les pièces d'archéologie qui avaient quitté la Côte-Nord. Parce que peu de gens se souviennent ou se rappellent ou savent que la Côte-Nord est quand même un endroit où ont lieu les premiers contacts entre les Européens et les Amérindiens, dans le sens où au début les Vikings venaient jusqu'à Terre-Neuve et possiblement le long du Labrador. Par la suite, les Basques, ces gens-là y ont habité aussi, souvent ont hiverné, ont passé des hivers complets là. Donc c'est très riche au niveau de l'archéologie. Il y a eu des fouilles qui ont été officielles et d'autres moins officielles. Et ces pièces-là étaient parties à travers le monde. Et moi, je me suis mis en tête de les récupérer et j'en ai ramené à cette île au-dessus d'une 40aine de milles. Et je me retrouvais à un moment donné donc, dans un petit musée, poste de traite, en bois rond, isolé avec de l'étoupe, qui ne permettait pas de collectionner de façon intelligente et comme ça doit se faire, cette collection-là qui est une collection majeure. Alors j'ai décidé de monter un projet pour construire le musée régional de la Côte-Nord, ce qui n'est jamais facile. Pendant ce temps-là, comment l'homme André Michel s'adapte à la vie dans une région difficile, où il fait froid une grande partie de l'année, et où l'essentiel de sa vie, à part le plaisir de côtoyer les Amérindiens et de peindre, est constitué de bagarres pour arriver à son but. Comment vous avez vécu ça avec le recul aujourd'hui? Vous avez été là 18 ans, à peu près? Oui, 18 ans. Mais vous savez, souvent je dis que c'est à cette île que j'ai passé les plus belles années de ma vie. La raison, c'est peut-être parce qu'à cette île, à l'époque, tout le monde était étranger, même les Québécois étaient étrangers. Vous savez, c'est parti d'un petit village de pêcheurs de 300 habitants qui est monté très rapidement à plus de 30 000. Il y avait 40 et quelques nationalités différentes et c'était l'époque où plusieurs prêtres avaient quitté la prêtrise, donc où il y a des gens qui avaient des problèmes, qui avaient fait des faillites, souvent allaient à cette île pour se refaire une vie. Caché du reste des gens, c'est ça? Moi, le jeune, pour moi, c'était un petit peu une ville du Far West.
dans le sens où, dans les bars, le soir, il y avait toujours des bagarres. Les travailleurs du Nord qui reconstruisaient la voie ferrée ou les travailleurs dans les mines de fer qui revenaient les fins de semaine à cette île, ça festoyait comme c'est pas possible. Moi, j'avais une vingtaine d'années, mais c'était extraordinaire. C'est le plus beau moment que j'ai vécu. En plus, à l'époque, j'étais sobre, je ne buvais pas une goutte d'alcool. Donc, j'étais un voyeur, un spectateur, je profitais de tout ça. Pour moi, c'était extraordinaire. C'est le décès de votre grand ami, Jean-Marie Mackenzie, qui vous a incité à quitter cette île. Oui, effectivement. C'est-à-dire, ça s'est passé quelque temps après la construction du musée régional, que j'ai fait le choix de ne plus marcher sur les pas de Jean-Marie. Ce musée-là, d'abord, je l'avais créé au départ pour rapprocher les autochtones des non-autochtones, parce que j'avais quand même déménagé les collections du Vieux-Poste, même si le Vieux-Poste est devenu un centre d'interprétation. J'avais déménagé ça dans le musée régional. D'ailleurs, une petite anecdote, pour obtenir le musée régional, en 1981, à cette île, c'était la crise du fer. Donc là, tout s'écroulait, des immeubles étaient placardés, on disait que la ville allait fermer. Chez Ferville a fermé à moitié, la ville de Gagnon a été rasée. Bref, moi j'avais un projet de construire un musée en béton en dur à cette île, donc je passais pour un illuminé. Et à l'époque, le ministre de la Culture, c'était Clément Richard. Ça fait que je l'avais invité pour le 5e anniversaire de l'ouverture de mon petit musée en 1981. Clément Richard vient, puis là, à l'auberge des gouverneurs qui venait d'être construite, j'avais rassemblé 300 personnes, il y avait un banquet, on fêtait un 5e anniversaire, tout le monde était content. Puis j'avais dit à tout le monde, surtout ne parlez pas du projet du nouveau musée, parce que la crise, le ministre, je suis certain qu'il dira non. Mais vous savez, dans des assemblées comme ça, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas compris. Qui, quand Clément Richard a fait son discours, a levé sa main et a posé la question « Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on aura notre gros musée ?» Et Clément Richard, un bon politicien, a répondu « Mais vous savez, cette île n'a pas beaucoup d'avenir. Ce n'est pas demain qu'on construira un musée en dur à cette île. » Et moi, vous savez, les tables d'honneur, le lutrin, où Clément Richard parlait, j'étais en train de prendre mon café. Et puis là, j'ai failli prendre mon café et le renverser sur le discours du ministre et de m'en aller. Et vous l'avez fait ou pas? Non, un ange a retenu ma main. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que le lendemain, je partais en Europe pour une de mes expositions. Et à l'aéroport, à Dorval, Mirabel n'existait pas encore, j'ai pris le Napoléon où j'avais mangé et j'ai écrit à Clément Richard ce que j'avais failli faire. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, Clément Richard est quelqu'un d'intelligent. Il faut que je trouve une manière de le sensibiliser. Ça fait qu'en revenant de mon voyage, j'ai pris des photos du Vieux-Poste de cette île, j'ai fait des cartes postales et toutes les semaines, j'envoyais 3 cartes postales à son bureau, mais gentilles, en disant Monsieur le ministre, il fait -20 à cette île, les toilettes viennent de geler, parce que j'étais à l'époque dans le Vieux-Poste. Monsieur le ministre, ma secrétaire travaille avec des gants pour taper à la machine. Ne nous oubliez pas, amitié. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et 1 an et demi après, eh bien, vous ne le croirez pas, le ministre est venu annoncer que cette île aurait son musée régional. Alors là, je dois dire pour tout le monde que ce n'est pas à cause des cartes postales. Ben, ça a peut-être joué un peu, non? Le dossier devait être bien monté, sauf que ça a permis qu'il ne nous oublie pas. Vous êtes resté dans sa mémoire longtemps, comme on dit. Exactement. Et je l'ai fait plusieurs fois après, d'ailleurs. Alors, donc, c'est comme ça que le musée régional s'est ouvert et que là, il s'est passé quelque chose. Le décès de Jean-Marie... Ça a été une grande douleur dans votre vie? Oui, puis ça l'est toujours. Pourquoi? Vous savez, je ne peux pas en parler sans avoir une boule. Parce que Jean-Marie était un Indien unique. C'était un sage, c'était un joueur de tewagan, de tambour. C'était quelqu'un qui n'a jamais profité du système, dans le sens où il travaillait comme journalier à l'usine et il demandait des congés sans solde pour, mettons, au mois de juin, partir pêcher le saumon, à l'automne pour aller chasser le caribou, à l'hiver pour chasser la perdrix, au printemps pour les outardes. Et c'est lui aussi qui vous a permis d'entrer
dans son monde. Ben, c'est lui qui et de m'a le initié. percer. Vous savez, quand tout à l'heure, je vous racontais la première fois que je l'ai vu tuer un caribou et que Jean-Marie, avec son couteau croche, a égorgé le caribou. Et puis Jean-Marie était très beau. Il avait un teint basané, la peau près des os, là, un bel Indien, des cheveux noirs jusqu'ici, une petite moustache. Et puis là, il prend le sang du caribou, il le boit, et puis il se tourne vers moi, et puis à Ninou, il me dit « goûte ça ». Mais là, Jean-Marie ressemblait à Dracula. Et puis, moi, j'avais plus... Ça faisait 3 jours que je n'avais pas mangé, je n'avais pas nécessairement envie de boire du sang chaud. Mais je me suis rappelé que quand j'étais enfant, mes parents, qui m'ont bien élevé, m'ont toujours dit « André, quand tu es chez quelqu'un, s'il y a quelque chose sur la table qu'on t'offre de manger ou de boire, tu ne refuses jamais. Tu prends, tu goûtes, tu trempes tes lèvres, et si tu n'aimes pas, tu reposes, tu dis merci. » Et là, avec Jean-Marie, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai goûté ce sang chaud du caribou, qui n'était pas mauvais finalement. Ça m'a rappelé quand je me blesse, que je suis sur la plaie. Là où ça s'est gâté, où là Jean-Marie m'a initié, c'est par exemple quand il a ouvert complètement le caribou, qu'il a sorti la panse, qu'il a mis sa main dedans, qu'il a ressorti, c'était comme une bouse de vache parce que c'était vert. Il a mis du sang dedans, il a remué tout ça, il a attaché. Et puis, il m'a fait comprendre, il a dit à Ninou, à l'époque, je ne comprenais pas Ninou, d'aller mettre ça au-dessus du poêle. J'allais le mettre, et 4-5 jours après, ça avait pourri, ça avait suri. Jean-Marie l'ouvre, et avec un morceau de bannique, il me dit, goûte à la confiture, il en met, et il me fait manger ça. Et c'était bon. Non, c'était dégueulasse. Sauf que je lui ai posé la question, parce que là, j'ai eu la même réaction. Je mets ça à ma bouche, et puis il me dit, mange. C'est-à-dire que je mangeais du bout des lèvres, et puis il insiste, finalement je mange tout, puis là je lui dis, mais pourquoi Jean-Marie tu me fais manger ça? Puis là il me fait, là je ne comprenais pas, je lui dis quoi? Il me dit, André, ça va faire 3 semaines qu'il est avec nous, si tu ne manges pas ça, tu vas perdre tes dents. Et là Jean-Marie m'a expliqué, il m'a dit, André, les caribous, ils mangent le lichen, ils mangent les bourgeons, ils mangent toutes ces choses-là, et toi, pendant des semaines, tu ne mangeras pas de légumes, tu ne mangeras pas de fruits frais. Si tu ne manges pas ça, tu auras le scorbut. Eh bien. Alors, ça a été, si vous voulez, mon initiation à la gastronomie. Mais à la médication aussi. À tout. Vous savez, Jean-Marie, il m'a fait aimer la vie, la promiscuité sous un tipi. Un tipi, c'est fait selon sa dimension pour vivre à 7-8, mais on couchait à 12 sous le même tipi. Et il y en avait qui faisaient l'amour, il y en avait qui rôtaient, qui pétaient. Et moi, je dis souvent, quand on veut connaître quelqu'un, il faut voyager avec. Vous savez, partez, vous l'avez peut-être vécu, oui. Louise, vous partiez en voyage avec un couple, un autre couple, et puis souvent, quand vous revenez, vous ne parlez plus. Bon, ben là, de vivre sous le tipi, si je suis passé à travers ces choses-là, et si eux m'ont toujours invité, parce qu'il faut que je le précise, moi, je n'ai jamais demandé de ma vie à partir dans le bois avec eux. C'est toujours eux qui, à chaque fois, m'ont invité. Alors, si je n'avais pas assumé cette vie-là, cette manière de vivre, si je n'avais pas assumé le transport des canaux, des lourdes charges, quand on descendait les rivières, quand on allait d'une rivière à un lac ou d'un lac à une rivière, tous les portages, tout ça, eh bien, certainement qu'ils ne m'auraient jamais invité. Mais cette chance que vous avez eue de les connaître a aussi été très importante dans le développement de votre art pictural, parce que vos tableaux sont inspirés, vos tableaux tiennent de ces gens-là, tiennent une grande part de ces gens-là. Et pour les avoir vus, ils sont totalement empreints de calme, de sérénité, de profondeur. Ce sont des tableaux qui sont connus à travers le monde, parce que vous êtes connus à travers le monde, et pas beaucoup au Québec. Est-ce que je me trompe? Ben, disons qu'à un moment donné, j'ai fait le choix. Même quand j'habitais à cette île. Quand j'habitais à cette île, j'avais été invité à exposer au Nouveau-Brunswick et je me suis aperçu que dans la région de Fredericton, qui était anglophone, moi je parle très mal anglais et je vendais presque toute ma production de l'année. Et j'ai réalisé que dans les provinces anglaises, mes œuvres se vendaient beaucoup plus qu'au Québec. Donc, quand je faisais mes caisses à partir de cette île, envoyer mes tableaux au Nouveau-Brunswick ou les envoyer à l'étranger, ce n'était pas plus compliqué que de venir à Montréal.
Et ça allait en même temps dans l'esprit de me dire, André, si tu veux faire une grande carrière, une carrière à mes yeux importante, je ne suis pas Picasso, j'en ai conscience. Vous savez, en peinture, j'occupe un créneau particulier. Je fais une sorte de peinture ethnographique, dans le sens où, à travers mes peintures, parce que les gens que je dessine et que je peins sont que des gens qui existent. Moi, je ne peins pas des personnages de mémoire avec des plumes, tout ça, non. C'est des gens avec qui j'ai mangé, couché, que j'ai aimé, avec qui j'ai transpiré, donc je les dessine. Et ces gens-là, ben, ils sont de passage sur Terre. Et à quelque part, ma peinture est un témoignage d'un mode de vie qui est en train de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, 43 ans après, si je voulais revivre ce que j'ai vécu dans le bois, je pourrais certainement plus. Vous ne pourriez pas. Parce que ça a évolué très vite. Vous savez, les jeunes, les jeunes Amérindiens, quand ils partent dans le bois, souvent ils s'arrêtent là où le cellulaire ne porte plus. Hein. Alors que moi, je n'ai pas connu ça. C'était des voyages qui pouvaient durer 3 mois, où ils emportaient juste un peu de farine, du fil de plomb pour poser des collets, leur fusil, et puis après, c'était la survie. Alors, c'est tout ça qui m'a attiré et qui m'a fait les aimer. Mais vous savez, il y a des tas d'autres choses. Il y a les silences. Il y a la manière de vivre dans le bois. Tout à l'heure, je vous parlais des repas. Les Indiens qui vivent dans le bois longtemps, ils sont à l'écoute de leur corps. Ils mangent quand ils ont faim et ils dorment quand ils ont sommeil. Nous, on mange à 7 h du matin, petit déjeuner. On mange à midi, on mange à 18, 19 h. C'est très compartimenté, c'est la société qui veut ça. Dans le bois, ils mangent quand ils ont faim, ils dorment quand ils ont sommeil. Ça veut dire que la couche, elle est toujours chaude parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dort. Et sur le poêle, dans le tipi, il y a toujours quelque chose qui réchauffe. Il y a toujours du thé en permanence, il y a toujours quelque chose qui bout. Alors, donc en soi, c'est très accueillant. C'est très accueillant, mais c'est en même temps, ça m'a fait comprendre que c'est comme ça qu'on aurait dû vivre. C'est vivre à l'écoute de son corps. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de maladies qu'on a ramassées qui sont dues à un certain stress, qui sont dues à une certaine activité, que notre organisme, on le met sous pression. Alors que dans le bois, c'était pas ça. C'est comme je vous parlais des silences. Dans notre société, dans la mienne, et possiblement dans la vôtre, il n'y a pas de silence. Très peu, en tout cas. Ça. Tandis que là, il y a des silences. Je peux vous raconter des anecdotes. Une fois, j'étais avec la famille Jean-Pierre. Tout le monde sait... Vous allez faire du camping. Vous montez votre tente de camping avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il manque toujours quelque chose. Il manque toujours un piquet, une corde qui casse, une tige qui est brisée. Ça sacre. Eux, pas du tout. Chacun sait ce qu'il doit faire quand c'est le moment de monter le tipi. Les perches, celui qui est chargé de les couper, il sait à quel moment il doit aller les couper. La femme qui met le sapinage pour accueillir les gens à l'intérieur du tipi, là, pour faire comme un coussin, un matelas, elle va ramasser ces branches-là. Un autre s'occupe de monter le poêle. Et à un moment donné, une personne s'en va pour aller chasser ou pêcher quelque chose pour le repas du soir. Mais tout ça se fait en silence. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Et l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est qu'une fois, tout ce processus s'était passé, et M. Jean-Pierre s'en va avec son skidoo, c'était au printemps, et il s'en va pour aller chercher de la nourriture. Il était peut-être 5-6 heures du soir, puis là, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, il ne revient pas. Vers 1 heure du matin, on le voit revenir, glacé, avec comme des stalactites gelées. Son skidoo était tombé dans un lac, et il était revenu à pied. Mais là, les ados, qui étaient des petits polissons en ville, sans dire un mot, ils se sont levés, ils sont allés chercher de la neige, ils ont déshabillé, arraché les vêtements du grand-père, ils l'ont frotté. La maman, Jean-Pierre, la même chose, a frotté le bonhomme. Petit à petit, ils l'ont rapproché du poêle. Quand il s'est dégelé, les jeunes, sans rien dire, ont chaussé les raquettes. C'était de nuit, il y avait un clair de lune, certes, mais ils sont partis sur les traces du grand-père. Et le lendemain, à 1 heure de l'après-midi, le skidoo est revenu. Pas un sacre, pas un mot. Dans mon monde à moi, c'est pas ça. C'est une leçon de vie. Exactement. Donc, après 18 ans dans la région de cette île, vous décidez de revenir plus au sud, si on peut dire. Oui. Et vous vous installez à Saint-Hilaire. Encore là, nouveau coup de foudre pour cette région-là, une région prolifique en peintres, peintres d'autrefois et peintres d'aujourd'hui.
c'est vrai. Vous vous installez dans ce coin-là. Vous mettez sur pied un musée à Saint-Hilaire. Vous mettez sur pied la maison amérindienne, seul musée amérindien en dehors d'une réserve. Vous vous intéressez à Ozias le Tuc, vous vous intéressez aux peintres de la région. Vous êtes continuellement en ébullition. Est-ce que peindre, ça ne suffit pas pour remplir votre vie? Vous avez besoin aussi de faire quelque chose pour la société qui vous environne? Ben, à mes yeux, c'est bien que vous souleviez ce point-là. Peut-être que pour moi, ces lieux-là sont aussi des lieux de création pour moi. C'est-à-dire que c'est peut-être un défaut, c'est certainement une qualité d'un autre côté parce que les citoyens en profitent. C'est qu'à cette île, quand j'ai créé le musée, eh bien, ça a mené une vie culturelle. Plus tard, à cette île, j'ai aussi travaillé à la construction de la salle de spectacle Jean Mardion. Pourquoi? Parce que je m'étais dit à cette île, si on veut que les gens restent, il faut un pouvoir de rétention. Il fallait donner la même qualité de vie culturelle à cette île que ces gens-là auraient pu avoir à Québec ou Montréal. Et c'était le cas. Et aujourd'hui, ils ont tout ça. À Saint-Hilaire, c'est à peu près la même démarche. J'arrive à Saint-Hilaire, la ville d'Ozias-le-Duc, de Paul-Émile Bordua, de Jordi Bonnet, trois grands artistes qui ont marqué l'histoire du Québec, le peintre d'église, mouvement automatiste, refus global avec Bordua, Jordi Bonnet, qui est l'immigrant type qui a réussi dans le domaine artistique. Je me suis dit, il n'y a pas de musée d'art, il y a un problème. Donc, j'ai décidé, à contre-courant, parce que c'est souvent à contre-courant, de travailler à créer un musée d'art à Mont-Saint-Hilaire. Et là aussi, pour l'obtenir, vous savez ce que j'ai fait? Non, racontez-nous, parce que c'est trop drôle, vos histoires. J'ai envoyé pendant un an des boîtes de chocolat de la Cabosse d'Or à Lisa Froula. Et là, je me rappelle que son chef de cabinet me téléphonait. Est-ce qu'on appelle ça des pots de vin dans ce cas-là? Non, c'était toujours, c'est des pots de chocolat, c'était toujours dans le même esprit de sensibiliser les gens en place à ne pas nous oublier. À ne pas nous oublier. Et je me rappelle qu'à l'époque, Paul Anglois, qui était son chef de cabinet, me téléphonait, me disait toujours, Monsieur Michel, arrêtez, arrêtez. Et puis moi, je disais, ben, si elle ne les aime pas, elle n'a qu'à les offrir à ses secrétaires. Et les hasards ont fait que Lisa Froula est venue inaugurer, quelque temps après, la bibliothèque de Belleuil. Et puis là, elle demande à un journaliste, est-ce que vous connaissez André Michel? Ça fait que le journaliste qui s'appelait Dominique Hardy lui dit, ben, c'est le gars là de dos avec la couette. Ça fait qu'elle vient, puis elle me tape sur l'épaule. Elle me dit, c'est vous qui m'avez envoyé des si bons chocolats? J'ai dit, bougez pas. Et là, j'avais fait préparer une grosse boîte de chocolat de la fameuse Cabosse d'Or. Et je suis parti en courant la chercher, je lui ai offert. Là, tout le monde a éclaté de rire. Mais on a obtenu le musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, par exemple. Donc, vos méthodes d'action sont efficaces. Même si vous croisez Lise Bacon, la ministre de la Culture de l'époque, je lui ai envoyé des roses rouges pendant 1 an et demi pour obtenir la salle de spectacle de cette île. Et c'était cute parce que quand je venais au gala de la disque, souvent elle écartait tout le monde et puis elle venait m'embrasser puis elle me dit « Monsieur Michel, arrêtez de m'envoyer des fleurs ». Je disais « Ça doit vous coûter une fortune ». Madame la ministre, pour moi, vous n'avez pas de prix. Enfin, pour revenir au musée des Beaux-Arts, c'est comme ça que j'ai construit. Puis après, ben, je me suis aperçu qu'il y avait encore les maisons des artistes, comme la maison Paul-Émile Bordua. Qui était sur place à Saint-Hilaire. Exactement, qui est né là, il y a sa maison natale, mais il y avait quand même la maison sur le chemin des Patriotes, c'est lui qui l'a dessinée, c'est lui qui l'a construit avec son père Madloire. Donc, quelque part, c'est une œuvre d'art en soi, et c'est dans cette maison qu'il a écrit Refus global. Donc, pour moi, il fallait la protéger. Là, les propriétaires qu'il avait achetés de Bordua, Madame et Monsieur Campo, ils m'adoraient, je les adorais. Puis quand M. Campo est décédé, Mme Campo m'a dit « André, si tu es prêt, c'est le moment ». Et là, j'ai fait une campagne de levée de fonds avec l'appui de Phyllis Lambert, d'ailleurs, qui a eu la gentillesse de m'aider. On a ramassé le 375 000 $ et on a acheté cette maison-là. Et à Phyllis Lambert, vous n'avez pas eu besoin de lui envoyer ni de chocolat, ni de roses, ah non, c'est une femme ni de carte extraordinaire. postale. Non, c'est une femme... À quelque part, on se ressemble certainement sur certains points parce que c'est une battante et elle fait quand même beaucoup au niveau de l'architecture au Québec et à travers le monde. Quelle est la part d'André Michel qui se consacre à la peinture? Elle est quoi
dans votre vie, cette part-là, par rapport à celle de, j'ose même dire, l'homme d'affaires ou en tout cas le développeur, Je préfère le promoteur? développeur. Si j'étais un homme d'affaires, j'aurais travaillé à faire de l'argent, alors que je passe mon temps à donner ma chemise. Vous savez, quand on s'attaque à des projets comme ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte du temps, parce que le temps que je passe, je crée un petit peu moins, et aussi parce que justement, il y a des choses que j'ai dû acheter, payer de ma poche, donc ça m'a coûté chaque fois de l'argent. Et donc, ce n'est pas homme d'affaires. Vous savez, un artiste qui a les pieds sur terre, qui n'aime pas se faire avoir, qui se bat, n'est pas nécessairement un homme d'affaires. Développeur, oui, je trouve que c'est un beau mot, mais c'est en même temps, à quelque part, je fais le travail que des élus devraient faire dans leur municipalité. La culture appartient aux municipalités et ça n'appartient pas à un individu qui n'est pas un élu. C'est à eux, ils ont un service à donner aux citoyens et souvent, les élus ne travaillent pas dans ce service-là. Ils vont s'occuper beaucoup des arénas du sport, mais ils s'occuperont peu de la culture. Exactement. Donc, avant d'entrer dans votre vie personnelle, je voudrais revenir quelques instants sur la maison amérindienne de Saint-Hilaire, parce que c'est un lieu exceptionnel. Oui. Mais j'aimerais que vous fassiez, pour les gens qui ne la connaissent pas, qui n'y sont jamais allés, pour leur donner l'envie d'y aller, que vous fassiez un peu un portrait de ce que c'est la maison amérindienne. C'est à la fois un musée pour présenter vos toiles, il y a des objets fabriqués par des Amérindiens, il y a une boutique, mais il y a aussi un jardin, il y a aussi une cabane à sucre. C'est vraiment une philosophie. Il y a vraiment une philosophie derrière cette maison. Oui, c'est un lieu unique. D'abord, Louise, ce n'est pas un lieu pour présenter mes œuvres. Je l'ai créé. Pourquoi? Parce que nous, les Québécois, on ne se rend pas facilement sur le territoire des communautés amérindiennes pour aller rencontrer les gens des Premières Nations et échanger. Alors, la mission première de ce lieu-là, c'est d'être un lieu d'échange, de partage et de rapprochement des peuples. Sauf que pour attirer le monde, il faut créer des activités. Et ces activités-là, le fait qu'elles soient... Parce qu'au départ, ce projet-là, je l'avais fait pour le Vieux-Montréal. Ça devait être sur la rue de la Commune. J'avais même fait faire des études de faisabilité pour 2 bâtisses sur la rue de la Commune. Mais en parallèle, à Saint-Hilaire, la ville a exproprié une érablière d'un développeur immobilier et elle ne savait plus que faire d'un site où il y avait une vieille cabane à sucre. Donc elle a demandé à des organismes de soumettre des projets. Et puis moi, contre toute attente, j'ai pris mon projet de maison amérindienne. À l'époque, ça s'appelait Maison des cultures amérindiennes. Je l'ai donné à mon vieux maire, M. Charbonneau, qui, contre toute attente, avec son comité, ont accepté ce projet-là plutôt que les autres. Mais c'est certainement dû au fait qu'avec lui, j'avais construit le musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, que déjà je me battais pour sauver les maisons Bordua et le Duc. J'avais trouvé l'argent aussi pour restaurer les œuvres d'Ozias et le Duc dans l'église de Mont-Saint-Hilaire, qui était décrépite, c'est le cas de le dire. Donc il s'est dit, avec André, je suis certain que ce lieu marchera. Et on avait une entente, c'était que si je trouvais l'argent pour construire un beau bâtiment, plus tard, la municipalité s'impliquerait pour aider au fonctionnement de cette institution-là. Donc, j'ai trouvé l'argent. Comment j'ai trouvé le 1 500 000 pour construire cette maison-là? Grâce à de l'aide discrétionnaire de certains politiciens, et grâce à toutes mes amitiés, parce que j'avais fait la liste de mes plus gros collectionneurs au Canada, et je suis tous allé les quêter. Et il y en avait 75, les 75 ont donné, ça allait de 5 000 à 100 000 $ chacun, c'était incroyable. Parce que comme moi, ces gens-là, s'ils avaient acheté de mes œuvres, c'est qu'ils croyaient à ce lieu d'échange, de partage et de rapprochement des peuples. Et son succès a montré qu'on avait raison. Pourquoi? Parce que dès la première année, il est passé presque 30 000 personnes. Et depuis, ça ne se dément pas. Quelle serait votre plus grande qualité? Je pense d'aimer son prochain et d'avoir un brin de folie. C'est un défaut souvent, mais c'est aussi une qualité dans mon cas. Et votre plus gros défaut? En avez-vous? J'en ai des tas. Mais moi, je vis bien avec mes défauts. Donc, vous n'avez pas envie de les énumérer? Non, il y en a trop, alors. Mais un défaut dont vous auriez envie de vous débarrasser, si vous pouviez? Peut-être avoir un peu plus de tempérance, parce que je dis souvent que je joue à la roulette russe. C'est-à-dire que quand je crois quelque chose, je vais complètement au bout de mes idées. C'est une qualité, mais ça peut devenir un défaut pour les gens autour de moi. C'est que le fait que je remette tout en question et que je sois prêt à tout perdre, tout ce que j'ai, pour obtenir
tel projet, qui est un projet communautaire, parce que ça n'a jamais été pour moi. Vous savez, tout ce que j'ai fait, j'aurais pu construire un musée André Michel. J'en avais les moyens, j'avais les amitiés, et je n'ai jamais fait ça. Alors, c'est un défaut parce que les gens autour de moi, les proches, eh bien, ils peuvent en souffrir. Exactement. Parce- Votre rapport avec la nature, étant donné ce que votre ami Mackenzie vous a fait vivre, ce que les Amérindiens que vous avez connus dans le nord du Québec vous ont fait vivre, votre long séjour dans la région de Sept-Îles et dans la Basse-Côte-Nord, tout ça, ça imprègne quelqu'un. Est-ce que l'amour que vous aviez pour la nature à l'île Maurice est le même que vous avez pour la nature aujourd'hui? Oui, certainement, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Ben, dans un sens, c'est que dans les îles, la nature est une nature facile, simple. Vous savez, même la misère au soleil est toujours plus agréable. La nature ici, elle est dure et elle est belle. Et l'apprivoiser, c'est un défi. Et ça ne s'apprivoise pas, la nature. Les marins le savent. C'est toujours elle qui gagne. Et au Québec, c'est un peu ça aussi. Le fait d'avoir vécu dans le Nord, de m'être gelé, d'être aussi tombé dans des rivières et d'avoir failli y rester, eh bien, ça vous marque. Mais ça ne m'a pas empêché que j'ai aimé le Nord. Et comme je l'ai dit tantôt, mes plus belles années de vie, je les ai passées là avec eux. Dans le bois, dans la nature, mais aussi à cette île, avec les gens là, qui formaient une symbiose. Parce qu'à cette île, vous savez... Et avec votre accent, on ne pouvait pas vous rater par rapport aux autres. Non, puis j'ai jamais citoyens. essayé de changer mon accent. Puis, même maintenant, souvent, les gens, quand je suis à la maison amérindienne à Saint-Hilaire à faire du bénévolat, si je la ferme, ils me prennent pour un Amérindien. Parce qu'ils ne conçoivent pas qu'une blonde aux yeux bleus puisse être une Amérindienne. Ils ne réalisent pas qu'il y a eu une fusion entre certains Européens et puis les Amérindiens et que ça a donné les Indiens d'aujourd'hui. La famille André Michel, vous avez une famille quand même relativement importante. Vous avez eu 2 garçons dans un premier temps, 2 garçons qui sont des adultes aujourd'hui. De 2 mamans différentes. De 2 mamans différentes. Vous avez vécu, vous vivez avec une dame qui a déjà 2 enfants, beaucoup plus jeunes. Il y avait 2 enfants aussi, oui. Et vous avez ensemble une petite fille. Oui, on a une fille. Ben, un jour, elle m'a demandé d'avoir un enfant, mais comme nous avons une différence d'âge assez importante, comprenez que j'ai un petit peu hésité. Puis la nuit portant conseil, le lendemain matin, j'ai dit oui. À l'enfant ou au mariage? Non, oui, à l'enfant. À l'enfant? Et c'était au mois de février-mars que ça s'est passé, cette discussion-là. Et puis au mois d'août, ben, on a eu la chance que Chantal tombe enceinte. Et de là est née notre fille qui s'appelle Mitesh, qui veut dire perle en Innu. Et d'ailleurs, on y a fait suivre, si vous voulez, toute une sorte de rite amérindien. Bon, moi, ayant vécu avec les Inuits, il y a des rites de passage, comme la cérémonie du nom. On a fait toute une cérémonie à la maison amérindienne où j'avais invité une centaine de personnes, de mes amis. Et il y a eu toute une cérémonie à l'extérieur pour donner le nom de Mitesh à Mitesh, avec bâton de parole, avec un petit sac dans lequel il y avait un peu de tabac, un morceau de cordon ombilical, en fait, toute une cérémonie. Et 1 an après, on a fait une cérémonie des premiers pas où une vieille indienne lui a fabriqué des mocassins, on l'a chaussé, et là, elle a fait les premiers pas. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que j'aime tellement cet enfant que je l'ai dessiné pendant 52 semaines, toutes les semaines. C'est-à-dire, toutes les semaines, Chantal se mettait derrière moi pour attirer son regard et qu'elle regarde de mon côté. Et puis moi, la sanguine, je dessinais. Donc j'ai fait 52 grands dessins, d'ailleurs qu'on a exposé à la maison amérindienne. Et ça a tellement eu de succès, moi j'ai fait ça pour m'amuser, mais ça a tellement eu de succès, surtout de la part des mamans, que ça m'a donné envie d'en faire un livre. Et assez 1 an, eh bien, on a lancé le livre Mitesh, les rites de passage amérindiens. Et une de nos amies, qui est pianiste, Loïse Aor, a fait un disque qui est une composition qui s'appelle Composition. Et qu'on peut acheter tout ça à la maison amérindienne. Qu'on peut acheter. Ben, au départ, on l'a fait pour distribuer à nos amis. Et puis après, ben, Chantal a dit, mais André, on devrait le vendre à la maison amérindienne. Pourquoi? Parce que la maison amérindienne ne reçoit aucune subvention de personne, hein. Ce qui est assez surprenant. Elle ne fonctionne que grâce à la passion et au travail des employés.
Donc, on le met en vente à la maison amérindienne et les bénéfices restent au fonctionnement de la maison amérindienne. Rapidement, quelle est la place de l'argent dans votre vie? Parce que vous avez fait tellement de choses de façon bénévole. En même temps, vous dites, je gagne très bien ma vie avec ma peinture. C'est quoi l'argent pour vous? Ben, c'est un outil de passage. C'est tout. Tout simplement. Moi, il y a longtemps que j'ai compris que j'amènerais rien, ni maison, ni argent dans mes 4 planches. Alors, il faut que ça serve à créer des choses et laisser des choses pour les autres, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour mes concitoyens. Vous venez de parler de vos 4 planches. J'ai toujours une question pour mes invités, à savoir, est-ce que la mort vous inquiète, vous fait peur? Est-ce que ça fait plus peur quand on est papa d'une toute petite fille de 2 ans? Comment vous voyez ça, vous? Disons que la venue de Mitesh me donne le goût de vivre plus longtemps. Il y a des raisons en même temps pratiques. C'est parce que là, je la dessine sur des grands de feuilles de dessin de 4 pieds par 8 pieds. Et chaque année, je veux faire un dessin d'elle jusqu'à ses 18 ans pour après monter une exposition d'elle et que les gens la voient grandir dans les différents dessins. Alors pour arriver à ça, il ne faut pas que je meure demain. Voilà. Mais en même temps, j'ai conscience que ce n'est pas moi qui décide. Mais tout à l'heure, vous disiez que j'étais très organisé. Oui. Eh bien, j'ai organisé Pas votre mort. l'après André Michel. Ah si, je suis un des plus grands propriétaires terriens au cimetière de Mont-Saint-Hilaire. Vous blaguez, là. J'ai acheté 6 emplacements. Si, c'est sérieux. Et à côté de Bordua, le Duc et Bonnet, en plus, de mes amis. Vous voulez être en bonne compagnie. Exactement, de gens que j'aime. C'est très important. Mais on n'a pas de pouvoir sur ça. Sauf que j'ai essayé d'organiser ma vie pour que mon atelier vive après moi, que tout ce que je laisse, ça profite et non pas que ça soit dispersé. Alors, avec des gens qui m'entourent, parce que pour arriver à faire... Vous savez, je ne suis pas seul dans mes folies. Il y a toujours eu beaucoup de gens qui m'ont appuyé, parce que je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait, créer 7 lieux muséaux au Québec sans l'appui de tous les gens que j'aime et qui m'aiment. J'ai beau être celui qui pousse, qui tire, mais à quelque part... Ça prend les autres autour pour que ça fonctionne. Oui, pour échanger avec eux, pour passer des soirées en terre, à modifier mon projet, puis le faire évoluer pour qu'il perdure et qu'il profite à tout le monde. Alors, ce qui est bien avec votre grand terrain au cimetière, c'est que vous allez pouvoir passer des soirées en terre en leur compagnie. À échanger. À échanger au flanc avec du eux. Mont-Saint-Hilaire, en plus. En terminant, en 2 secondes, André Michel, avez-vous déjà eu peur de quelque chose? Alors, je vais vous dire la seule chose qui me dérange, c'est la bêtise humaine. Quand je me demande si j'ai des allergies, je dis toujours la bêtise. André Michel, ça termine bien cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup.